Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée du CES Las Vegas ici à Perpignan. Bonjour Céline. Bonjour Loïc. Céline, tu es journaliste à l'APM, l'agence de presse méditerranéenne. Où nous sommes. Où nous sommes actuellement. Et toi, tu es animateur tous les matins, tu animes la matinale de Littoral FM. De 7h à 10h, le CES, le Consumer Electronics Show, depuis 1967. C'est le plus grand salon mondial des nouvelles technologies qui se tient chaque début d'année à Las Vegas. Oui, et cette année, il est 100% virtuel. La crise sanitaire oblige. La grande messe annuelle de la high-tech et l'innovation ne ressemble en rien aux années précédentes. L'événement est 100% digital et nous allons le vivre ensemble avec pas moins de 130 participants dans le monde entier. Et 1000 exposants en France, ce sont une dizaine de villes qui se mobilisent pour vous présenter cette édition virtuelle. 120 startups françaises participent au CES cette année. Sur ce plateau, nous allons en recevoir 33. Perpignan devient donc la ville phare de la French Tech, la seule région et la seule à représenter la région Occitanie. En Occitanie. En Occitanie, oui, bien sûr, pendant 3 jours de 14h à 20h sur ce plateau de l'agence de presse méditerranéenne. Nous allons recevoir une centaine d'invités. Une centaine d'invités demain aussi. Nous aurons pas mal d'invités de 14h à 20h. Et puis là, nous allons commencer notre première édition avec le premier talk. Ça va être, on va parler de l'après-crise, les métiers qui se réinventent. N'est-ce pas Loïc ? Et on a le plaisir d'accueillir notre premier invité en vidéo, Frédéric Cervelan, directeur de 66 pour les plus de 20 ans et Superpignan pour l'aventure la plus récente, Superpignan, entrée dans l'histoire. Bonjour Frédéric. Frédéric, est-ce que vous nous recevez ? A priori, non. Il doit y avoir un petit décalage. Frédéric, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les métiers du tourisme bleu ? On le rejoindra plus tard. Sur notre plateau, actuellement, donc, nous sommes avec Xavier Danjou. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes président du G16. Vous nous expliquerez ce que c'est. Et puis, nous sommes également avec vous, Hervé Montaillot. Donc, vous êtes président de l'UMI 66, c'est ça ? L'UMI 66, oui, c'est l'Union des métiers des industries hôtelières, dont on représente les hôteliers, les restaurateurs, les traiteurs, les bars, les métiers de la nuit. Voilà, tout ce qui permet de régaler nos clients et de leur faire passer un moment inoubliable. Et en ce moment, c'est pas tout simple. En ce moment, c'est pas tout simple. Le G16, c'est quoi ? Le G16, c'est un groupement industriel qui a été créé il y a plus de 30 ans, dont l'objectif est de partager des expériences, de travailler de façon mutualisée pour favoriser le développement des entreprises industrielles sur le territoire, sur les Pyrénées-Orientales. C'est 22 entreprises et à peu près 3000 emplois sur les PO. Quels sont les objectifs de ce groupement, de ce G16 ? C'est véritablement un partage d'expériences, mutualiser des connaissances dans les domaines techniques, dans les domaines commerciaux, dans le domaine des ressources humaines, donc avec des groupes de travail sur les RH, sur l'industrie 4.0, sur la maintenance. Et donc, c'est essayer, comme on a un tissu industriel qui est assez varié, de pouvoir partager des expériences en ayant une vision nouvelle par rapport à des industries agroalimentaires qui peuvent collaborer avec des industries dans le domaine de la santé ou dans le domaine du bouchon, parce qu'ici on a une grosse société qui est une société internationale de renommée internationale qui est Diane Bouchage. Voilà, donc c'est très très varié et ça permet donc d'aller plus vite et de chasser en meute et aussi de démontrer vis-à-vis de l'extérieur que le territoire des PO est un territoire attractif dans lequel on peut s'installer, on peut se développer et plus que jamais je pense qu'on a un avenir pour accueillir des gens puisqu'on a un environnement agréable, un environnement adapté à toutes ces nouvelles technologies de communication. Oui, on est à Perpignan sur un plateau télé, c'est vraiment high-tech. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire sur notre territoire. Et l'objectif, c'est de montrer à tous les jeunes qui sont de notre département ou d'ailleurs qu'il y a des belles expériences dans l'industrie chez nous, dans les secteurs de la maintenance, dans la recherche et développement, dans la qualité, donc avec des postes plutôt qualifiés. Ce sont des industries qui s'inventent, qui se réinventent perpétuellement et qui vont de l'avant. Notamment actuellement, avec la crise, vous êtes optimiste, mais bon, là, vous devez quand même gérer un peu cette crise sanitaire. Comment ça se passe de votre côté ? Alors moi, je dirige en plus une entreprise agroalimentaire qui est spécialisée donc, dans les spécialités catalanes et le chocolat. Notre activité, au 17 mars, l'activité s'est quasiment arrêtée. Les consommateurs se sont réorientés sur des produits de première nécessité. Donc on a eu une baisse d'activité très forte. On a dû réactiver un certain nombre d'outils de commercialisation. Le net, qui était développé, mais pas suffisamment. Le système du drive, du pick and collect. C'est vraiment le numérique qui vous a permis de Alors le numérique nous a permis. Il nous a aussi permis de continuer
l'activité, puisqu'on a mis en place le télétravail de façon quasi immédiate avec un grand nombre de collaborateurs qui, historiquement, n'avaient jamais quitté les bureaux de l'entreprise. Et ça, je vous le dis pour l'ensemble des entreprises du G16. C'est-à-dire que du jour au lendemain, sans réfléchir à un protocole, on a mis en place des solutions. Et on Ça a été compliqué ? Ça a été, je dirais, relativement simple parce que sous la pression, peut-être qu'on a sauté un certain nombre d'étapes. Peut-être que si on avait anticipé davantage, on se serait posé des questions juridiques, techniques, etc. Là, on n'avait pas le choix, il fallait y aller. Et on a eu aussi la chance d'avoir des collaborateurs hyper proactifs qui ont accepté de jouer le jeu et l'activité a pu continuer. Et l'ensemble des entreprises que je représente ici, là, le G16, aucune n'a arrêté son activité. L'activité a été poursuivie. Donc ça a été un effort technique, mais un effort d'abord humain, je tiens à le préciser, parce que dans cette crise, il fallait, après le 17 mars, date de confinement, accepter de travailler. Les gens ont continué à travailler, les entreprises ont fait le nécessaire pour les sécuriser au sein des entreprises, pour qu'il n'y ait pas de risque de contamination, etc. Et tout le monde a continué son activité. Donc certains avec des baisses d'activité, mais personne ne manque à l'appel. Toutes les entreprises industrielles du département vont de l'avant. On est accompagné sur pas mal de choses en France, il faut le dire. On a la chance, il faut le dire aussi, de ne pas être fermé. D'autres secteurs, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, on a un devoir de réussite et de continuer à alimenter la machine pour alimenter le principe de solidarité avec tous ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas travailler comme nous le faisons. Justement, on va en parler du côté de l'UMI. C'est plus compliqué de s'être adapté à cette crise sanitaire ? Oui, c'était très dur de nous adapter. Enfin, pour la réouverture de nos établissements... à la sortie du premier confinement, on avait mis un protocole en place qui est toujours en vigueur. On était prêt et on est toujours prêt. Donc si on nous demande d'ouvrir dans une semaine, on est prêt. Vous plaidez pour la réouverture ? On plaide pour la réouverture. On prend aussi conscience quand même de l'aspect sanitaire. On a été les premiers à mettre un protocole en place. Il y a eu une très grande réussite puisqu'il n'y a pas eu de cluster identifié dans nos métiers. Même l'hôtellerie de plein air aussi, l'été s'est très bien passé dans notre département et dans l'ensemble de la France. Donc on a des professionnels dans ce département, que ce soit une belle hôtellerie, que ce soit de l'hôtellerie familiale, que ce soit des petits restaurants, les étoilés, enfin les gastros, l'association des toques blanches, c'est 40 chefs super motivés et qui font travailler les petits producteurs. On a des bars d'ambiance, on a le petit bistrot de village, et ça il faut le garder parce que ça maintient dans nos villages la vie, le lien social, les échanges. Nos métiers de la nuit, ou pour notre jeunesse ou la moins jeunesse, malheureusement on ne peut pas les réouvrir dans l'immédiat, mais c'est vrai que on a des professionnels qui sont très motivés dans ce département, qui ont su se remettre en question, qui ont su investir. Et nous, là, maintenant, on est prêt à réouvrir et on va aussi évoluer parce que ce confinement et cet arrêt de nos métiers va forcément bouleverser le mode de consommation. Et c'est un véritable défi et un challenge pour repartir de la plus belle des manières et à développer davantage notre beau département. Salvador Dali disait que c'était le centre du monde. On va dire que peut-être les Pyrénées-Orientales, c'est le centre du monde, puisqu'on a quand même cette chance d'avoir une côte rocheuse, une côte sableuse, d'avoir une grande plaine. On a plusieurs... On a des atouts. On a des atouts. On a le Val-Espire, on a le Haut-Val-Espire, on a le Fenouillède, le Conflans, le Cap-Cyr, la Cerdagne. Donc que ce soit des habitants... La neige, la mer, il y a un peu de tout. Voilà, pour que ce soit pour les habitants du pays catalan, de la région Occitanie ou même de la France entière et à l'international, vous pouvez aller au beau jour, vous pouvez aller faire un plouf, on va dire, à Arcoyour, à Argelès, à Port-Vendre, à Banyuls, et le samedi et le dimanche aller faire du ski à Font-Romeu ou passer un dimanche à la montagne. Donc on a des atouts exceptionnels. Est-ce que vous pensez que l'ouverture des restaurants n'est pas forcément un problème à la propagation de ce virus ? Mais pour nous, en tant que professionnels, pour nous, non. Puisqu'il n'y a pas d'études avérées à ce jour, fiables, et des études françaises, puisque la dernière qu'on nous a sortie, ce n'était pas une étude, c'était un sondage. Donc on ne peut pas se baser sur un sondage. Après, nous, on est prêt à montrer qu'on est de bonne foi. On l'est depuis le début. D'ailleurs, ce protocole, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. On l'a décidé avec les autorités sanitaires, avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur, parce qu'on dépend de ces deux ministères-là. Donc, on est prêt. Et pour preuve, il n'y a pas eu de cluster. Donc, on a bien fait notre travail. Quel est le pourcentage de restaurants qui a continué à fonctionner malgré l'interdiction d'ouvrir pendant les confinements ? En livraison
pas malgré l'interdiction, non, ils ont fait de la vente à Oui, emporter. bien sûr. Voilà. Ouais. Il faut préciser, ils n'ont pas travaillé illégalement. Non, Ils ont fait de. Voilà. C'est pas oui, légalement bien. Donc, ils ont fait de la vente à emporter, de la livraison à domicile. Ça, ce confinement a profité aussi, a aidé les traiteurs qui, eux, sont en grande souffrance depuis le début de la crise, depuis le mois de mars, qu'ils ont perdu tous les congrès, tous les séminaires, les mariages, les baptêmes, les communions, les repas d'entreprise, dont ça leur a permis de se mettre en avant. Ils en avaient bien besoin, mais il y a une petite minorité, on va dire qu'il y a peut-être 10% de professionnels, entre les traiteurs et les restaurateurs qui sont habitués à faire la vente à emporter, parce que là aussi, c'est une part de notre métier, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut faire de la vente à emporter. Il faut avoir des locaux adaptés, il faut savoir expliquer la remise en température, le conditionnement, tout ça, c'est aussi un métier, quoi. Avant tout, c'est le métier de traiteur, et ensuite, il y a des restaurateurs qui le font très bien. Est-ce que vous sentez que certains de ces métiers ont pu se réinventer justement pendant cette crise, grâce au numérique, grâce à la technologie ? Oui, justement, le numérique, on y était, nous, déjà dans nos métiers, de par les réservations, de par... Le consommateur aussi nous a obligés, puisqu'il y a les sites d'avis en ligne, les guides culinaires qui sont aussi sur le numérique. Mais on voit qu'on a ce retard sur le numérique, et pour beaucoup de professions. Donc c'est cette opportunité, justement, au moment où on va pouvoir lâcher les brides, réouvrir nos établissements, mais c'est de se moderniser, de communiquer autrement. Et le consommateur aussi va changer certainement ses habitudes. Donc il y a des marchés qui vont s'ouvrir, d'autres qui vont malheureusement se refermer. Mais là, il y a un challenge à relever, et c'est un beau challenge pour pas se morfondre et de dire c'est la crise, on va pas s'en sortir. Si, oui, on va s'en sortir. On en a passé des crises. Celle-là, elle est très très difficile. Mais quand on est chef d'entreprise, on est visionnaire. Si l'État nous soutient par un plan de relance tourisme ambitieux au sens large, parce que le tourisme, c'est large, c'est énorme, on va pouvoir relancer la machine tourisme à grande vitesse, et en même temps, on relancera l'économie de la France en partie. On reste positif, hein, on reste positif. Oui, tout à fait. On va rejoindre Frédéric Serveillon, vous êtes en direct normalement. Expliquez-nous un peu, justement, quels sont les nouveaux métiers du tourisme bleu, on en parlait. Expliquez-nous. Déjà, je vais essayer de rebondir sur ce que disait mon précédent, on va dire le précédent intervenant. Moi, je suis assez en phase. Il va falloir se réinventer, et il va falloir repenser les modèles économiques. On était déjà prêt avec la première vague de confinement. On s'attendait déjà à avoir une année très compliquée, et donc moi, je représente en fait un lab, un incubateur de projets et de talents qui a pour but de connecter le territoire avec les porteurs de projets, et puis des investisseurs ou des gens qui sont susceptibles de suivre ces projets. Et c'est vrai que la partie numérique et le sujet d'aujourd'hui, c'est de voir comment on a pu se réinventer et se reconnecter tous, en sachant qu'il n'y avait plus la partie de présentiel. Et dans les projets que l'on porte, on voit que beaucoup de projets d'avenir sont des projets que nous on appelle un petit peu des pure players, c'est-à-dire des projets qui sont purement sur le digital et qui seront connectés soit sur le territoire local ou soit sur le territoire national. Et nous, on a deux sujets de prédilection qui est l'économie bleue et l'économie verte. Et donc, on est ici au lab sur l'économie bleue, notamment à repenser tous les nouveaux métiers liés au tourisme et qu'est-ce que vont être les métiers de demain. Donc, un lab, ça sert à justement réfléchir et pas être tout de suite dans l'action, mais réfléchir à des formules et à des nouveaux indicateurs qui nous permettront de réfléchir aux métiers de demain, notamment sur le numérique. Et par exemple, sur le tourisme, on réfléchit maintenant aux nouvelles conciergeries. Voilà, quels seront les métiers de demain, les conciergeries, comment on peut aider le tourisme et on va dire la personne qui va venir sur un territoire, comment on peut l'aider avec des outils numériques. Donc on est en phase tout le temps de réflexion et de rechercher qu'est-ce qui se fait sur le marché, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et on s'aperçoit que sur le territoire des Pyrénées-Orientales et de Perpignan et son agglomération, il y a beaucoup de talents en fait, énormément. Donc nous, notre but, c'est de les repérer et de les mettre après en relation avec l'écosystème. Entrer dans l'histoire, c'est le nom de l'incubateur.
C'est ça, exactement. Alors, particulièrement parce que les premiers sujets qu'on a traités étaient liés au patrimoine, à l'architecture, à repenser les nouveaux quartiers de demain. Donc, c'était pour ça rentrer dans l'histoire. Et puis, petit à petit, des sujets ont été posés sur le lab, sur l'économie bleue, sur voilà, comment on pouvait réinventer des métiers sur le tourisme. Et nous, en fait, on a un lab où on cogite, on pense. Et après, on se met en relation avec des professionnels, des universités, et on débat ensemble et on pense ensemble aux nouveaux métiers de demain. C'est un terrain de jeu, un laboratoire d'idées sur ce développement durable. Qu'est-ce qui en ressort jusqu'à aujourd'hui ? Je suis assez étonné par la qualité des projets qu'il y a local. D'ailleurs, ça fait du bruit un peu derrière moi. Beaucoup de jeunes. Au revoir. Ouais, je suis assez étonné par la qualité des projets qu'il y a. Il y a des projets de très très bonne, on va dire, qualité, bien pensés, bien réfléchis. Et on a, par exemple, là en ce moment, on accompagne un futur fournisseur d'électricité verte. Donc c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, sur le territoire, on a des gens qui vont venir s'adosser et devenir des vrais fournisseurs d'électricité verte en concurrence directement avec un EDF, avec un Enercop. Donc, et ça, c'est porté localement. Et donc forcément, quand on parle de digital, ça sera un fournisseur d'électricité verte pure player, uniquement sur le digital. On ne pourra s'abonner uniquement que par Internet, avec bien sûr derrière un service consommateur où on pourra avoir quelqu'un au téléphone, mais on va dire que 99% de l'action sera faite sur Internet. Merci beaucoup Frédéric. Xavier d'Anjou, est-ce que le G16 partage un peu ses points de vue sur tout ce qui est pure player et numérique ? Le numérique, c'est un gros sujet de développement pour nos entreprises qui doivent évoluer avec les métiers de la robotisation, la numérisation, la surveillance en termes de maintenance de l'ensemble des outillages. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, effectivement, pour faire évoluer nos métiers vers davantage de technologie. Et après, il y a aussi c'est le fait qu'on peut travailler de façon complètement différente. Et ça a été quand même une belle opportunité. C'est vrai que Perpignan n'est pas forcément super bien desservi d'un point de vue transport. Mais aujourd'hui, on a vu que l'ensemble des entreprises ont maintenu leur activité, leur développement commercial, grâce à tous ces outils de communication, les Zoom, les différents systèmes de communication. On travaille depuis chez soi, on se rencontre à distance, on parle avec des étrangers, on fait du commerce de façon différente. Donc ça veut dire que notre territoire, il est replacé de ce fait. La situation, elle est difficile, mais il faut toujours avoir une vision positive et une vision d'avenir. Et moi, je pense que dans ce contexte, on voit que notre territoire, il a une véritable carte à jouer pour l'avenir. Attirer des compétences, attirer des start-upers. Perpignan French Tech, ça veut dire qu'il y a plein de jeunes qui voient Perpignan comme une possibilité de développement. Il y a de belles entreprises qui sont allées à Las Vegas l'année dernière, il y a 2 ans, qui commencent à avoir des développements fantastiques. Donc ici, on peut faire des choses magnifiques. Et on peut mixer entre les industries traditionnelles, le plaisir avec bien sûr le tourisme et la création avec tous ces startups qui se créent. Donc il y a beaucoup de choses à faire, on reste mobilisé et positif. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour rebondir ? On l'a bien compris, la crise sanitaire nous a permis de booster un peu tout notre équipement numérique. Mais aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin pour justement rebondir un peu plus ? Moi, je pense que l'humain, il est au centre à nouveau des débats. C'est l'humain qui permet... moi, j'étais hier... L'humain, justement, est-ce qu'il n'en a pas pris un coup avec cette crise sanitaire ? Il a pris un coup, mais justement, il faut beaucoup échanger, il faut beaucoup communiquer. Et ça, c'est un peu le rôle de vos organisations ? Dans les organisations, il faut communiquer, il faut expliquer, parce qu'il ne faut pas que les gens se retrouvent tout seuls face à la problématique. C'est une problématique collective. C'est une responsabilité collective que de sortir ensemble de ce problème. Moi, pas plus tard qu'hier, j'ai fait une réunion avec l'ensemble de mon personnel, mes 120 collaborateurs. On a fait un débriefing sur ce qui s'était passé. La première des choses, je les ai remerciés par rapport à leur mobilisation. Au 17 mars, quand on a parlé de confinement, le virus, c'était quelque chose de vraiment effrayant. On ne savait pas ce que c'était exactement. Il fallait rester chez soi. Il y en a qui sont venus quand même continuer à travailler. Et donc, ne serait-ce que le fait de travailler, d'échanger, de beaucoup dialoguer sur comment on s'adapte, et je pense que ce sera ça le nerf de la guerre. Et donc, du coup, je pense que l'humain est vraiment, et le collectif est au centre du terrain de jeu pour s'en sortir. Malgré le fait qu'on soit en train de favoriser le télétravail pour des raisons que ce soit qu'elles soient sanitaires ou bien même budgétaires ?
Je pense que le télétravail, on le favorise aujourd'hui parce que techniquement, c'était une solution à court terme par rapport au virus. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont partis en télétravail et j'ai beaucoup de gens aussi qui ont exprimé à un moment donné le besoin de revenir parce qu'ils avaient besoin de recréer ce lien. Du lien social. Du lien social, voilà. Donc, je pense que c'est le télétravail, forcément, ça va modifier à terme notre façon de travailler. C'est une opportunité nouvelle, un nouvel outil à exploiter. Mais je pense qu'une fois qu'on sera sorti de ce contexte de crise, il faudra qu'on réfléchisse vraiment à son utilisation. Si on réfléchit aujourd'hui à chaud, on n'a qu'une vision des choses. Donc je pense que c'est un outil, c'est pas la solution sur le long terme, mais c'est un outil parmi d'autres qu'il faudra exploiter et peut-être que demain, dans les contrats de travail, on négociera une partie de télétravail, etc. Parce que ça peut aussi correspondre à des attentes Il y a des besoins de certains un peu employés. plus liberté. Voilà, en tout cas, je le redis et je me répète, travailler dans notre territoire, aujourd'hui, on peut aussi bien travailler à Perpignan qu'en étant à Paris, sauf qu'on peut bénéficier ici de conditions de vie qui sont beaucoup plus agréables. Donc j'invite tous les entrepreneurs, tous les start-upers à s'orienter sur Perpignan et ses alentours parce qu'il y a de véritables belles choses à vivre et à expérimenter. Est-ce que vous sentez justement un frémissement de ce côté-là? On sait qu'à Paris, il y a une certaine exode, qu'il y a des gens qui veulent quitter les grandes villes. Est-ce que vous, ici, vous avez des exemples à nous donner d'investisseurs ou d'entrepreneurs qui ont migré justement dans notre région? Alors à court terme, je ne pourrais pas vous donner d'exemple, mais bon, moi j'ai eu l'occasion de travailler pour un grand groupe international pendant de nombreuses années. J'ai beaucoup d'anciens collègues, d'amis qui vivent à Paris, qui vivent à Londres, etc. Et beaucoup, dans les discussions que j'ai pu avoir avec eux, se posent des questions quant à l'avenir. L'intention c'est bien, mais après il faut que ce soit... Après, il faut un certain temps quand même pour prendre des décisions, parce que vous ne pouvez pas quitter un lieu de vie. Et comment on peut faire pour accompagner justement? Je pense qu'il faut communiquer positivement sur notre territoire. Et justement pour préparer l'avenir, rebondir sur le fait qu'ici, il y a de la technologie, il y a des jeunes, il y a des personnes formées, il y a des entreprises déjà qui constituent un socle économique dans l'industrie du tourisme, il y a des outils de formation. Et il y a un esprit collectif qui fait qu'on est accueillant et qu'on a tout intérêt à ce qu'un maximum d'entreprises viennent investir ici. Justement, du côté de l'hôtellerie et de la restauration, il y a des investissements en cours dans notre région? Il y a des investissements, il y a des investisseurs qui veulent venir dans notre département parce qu'il y a de grands espaces. Et le tourisme vert c'est même plus une mode, c'est un choix de vacances, c'est un choix de s'éloigner des endroits où il y a où il y a un afflux de personnes. Donc on l'a vu pendant l'été 2020 où il y a eu quand même un partage sur notre territoire entre la mer, la plaine et la montagne. Oui, à la montagne, ils n'avaient jamais vu ça. Hein. Ils n'avaient jamais vu ça. Et ce qui est paradoxal, c'est que tous les intervenants, tu le disais, le numérique, moi je l'ai dit aussi, qu'on était en retard, mais on a utilisé jusqu'à présent le numérique qui nous a déshumanisés. Sauf que là, on va utiliser le numérique autrement, intelligemment, qui va nous aider dans notre quotidien à communiquer, à accélérer la communication, la commercialisation. Enfin, ça va nous aider, mais justement, le fait qu'il y ait eu ce confinement... tout chacun, on a mesuré quelle était l'importance du lien social et d'échanger entre nous et de partager des moments, quels que soient les moments, que ce soit des moments de réunion de travail, que ce soit des moments de détente, tous ces moments-là, on est tous conscients que ça nous manque d'aller boire un petit café le matin, et d'où l'importance de se dire, mais qu'est-ce que c'est important. Le matin, j'avais l'habitude de boire un petit café, mais là, c'est fermé, quoi. Où j'avais l'habitude de manger avec une collègue de travail un petit bout le midi, qui semblait rien, on mangeait en 20 minutes. Et voilà, mais ça, on a tout ce plaisir qui nous a été... qui est supprimé, on nous a privés de ce lien social, donc à nous à le réinventer et de se dire mais quelle importance ça a justement, parce que quand on voit les centres-villes avec les commerces qui sont ouverts, je parlerai pour nos métiers, mais on voit que les centres-villes quand même c'est assez mortifère, parce que les cafés sont fermés, parce que les restaurants sont fermés, donc chacun va faire quelques petits achats dans les petits commerces, mais bon, on prend son achat et puis on s'en va. Il n'y a pas on flâne pas, on va pas voir un musée parce qu'ils sont fermés aussi. Donc il y a tout ça, il y a tout ce lien qui est parti. En fait, les villes sont fréquentées, mais c'est un peu du virtuel, quoi. Chacun prend son petit achat et rentre vite à la maison, donc... C'est déshumanisé, ça fait un peu ville fantôme. Donc il est clair que les restaurants, les bars, les cafés sont clairement au centre de notre vie. On va faire une boutique, on prend un café,
on boit un coup avec des amis. Est-ce qu'à l'inverse, ceux qui pouvaient être réticents encore à se convertir au numérique l'ont fait parce qu'ils n'avaient plus le choix pendant cette crise? Ben oui, forcément, puisque déjà... Ça les a poussés. Ça les a poussés quelque part. Mais là, on est en train, on ne s'en rend pas compte, mais on est en train d'inventer le nouveau numérique. C'est le numérique humanisé, on va dire. Parce que jusqu'à présent, on disait de mettre le tout numérique, ça nous déshumanise. On est tous derrière notre smartphone. On fait des visios, on échange de moins en moins. Mais là, non. Justement, on ne se rend même pas compte. On est en train d'évoluer. Donc, on va avoir certainement plus de technologie, plus de numérique. On va communiquer autrement, mais le côté humain et ce lien social et d'échanger va aller en grandissant. Il y aura vraiment des bons moments de partage, d'échange. Et c'est ça qui est positif pour nos métiers. Et c'est là où il faudra qu'on soit prêt à la réouverture. On l'est déjà, mais savoir vite évoluer, ouvrir davantage nos établissements, chercher de nouveaux marchés, de nouvelles offres pour nos clients. Et justement, est-ce que ça va générer plus de business ? Oui, oui, justement, si c'est bien préparé, parce que nous, on est des chefs d'entreprise, on est des visionnaires, on a des idées. Après, c'est aussi aux politiques à nous soutenir, avoir des plans ambitieux, comme un plan tourisme pour repartir de la plus belle des manières, mais il ne faut pas que ce soit réducteur et il faut s'ouvrir. Par exemple, la confiserie du Tech, c'est un petit exemple, mais que dans les établissements du département, on ait les produits de la confiserie du Tech, de dire mais oui, c'est vrai qu'eux, ils existent, quoi. Donc, tout ça, il faut le créer. Et en plus, ce sera un numérique, on va dire, entre guillemets, vert. Parce qu'on s'est aperçu justement où on a mis en avant les petits producteurs et les petits éleveurs, les vignerons pendant ce confinement. Mais il y a peut-être des choses qu'on faisait venir par avion, ce ne sera plus la peine. Favoriser l'économie locale. Favoriser l'économie locale et en fait croquer croquer avec plaisir et à dévorer ce qu'on a sur notre territoire. C'est pas faire du régionalisme ou du nationalisme en disant on ferme les frontières. Non. Ce qu'il y a de meilleur, dans le département, eh bien, on le vit, on le goûte dans le département. Et quand on ira dans un autre département ou dans une autre région, un autre pays, eh bien, on profitera de ce qu'ils ont chez eux. Et de ne pas faire des mélanges. Vous pensez que c'est quelque chose, une tendance qui va perdurer au-delà de la crise sanitaire, du côté notamment des patrons Vous pensez que c'est une tendance qui va aller au-delà de la crise ? C'est une tendance et c'est une responsabilité aussi. Donc, nous, moi, je suis fabricant de biscuits de spécialité catalane. Je vis grâce à la confiance des consommateurs qui achètent nos produits, grâce à la confiance des distributeurs qui continuent à nous mettre en avant malgré la crise. Je suis sur un projet de création d'une nouvelle usine. Ma responsabilité, c'est de m'engager à faire travailler des prestataires locaux, parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est une économie circulaire qui doit être mise en place. Après, ce n'est pas une exclusion de ce qui vient de l'extérieur. C'est simplement, à un moment donné, faire un focus, avancer et faire en sorte de ne pas penser uniquement à son entreprise ou à son ego, mais réfléchir collectif. Cette crise, elle remet l'humain et le collectif. On n'est pas grand-chose. Il n'y a pas des puissants et des faibles. On est tous égaux face à cette crise, face à ce virus qui peut frapper n'importe qui et qui a déjà frappé n'importe qui, du haut en bas de l'échelle. Et donc, on est tous ensemble responsables, et responsables notamment vis-à-vis des générations futures. Donc, c'est difficile, mais il faut avoir un message positif. Il faut dire qu'on va rebondir, qu'on se mobilise pour donner de la perspective à nos jeunes. Parce que sinon, on va leur laisser quoi pour le futur ? Donc, il faut continuer. Moi, je suis un positif né. Malgré les difficultés, il faut avancer. Du côté du tourisme, est-ce que aussi, le consommer local a fait son chemin aussi ? Oui, déjà depuis de nombreuses années. Et, petit à petit, ça progresse de plus en plus. Petit à petit, ça progresse de plus en plus. On voit que nos marchés ont retrouvé de l'attractivité, nos marchés de village. Ils avaient tendance à diminuer d'année en année et on voit que là, la production locale. Après, il y a aussi cette volonté de chaque élu, de chaque maire, de privilégier un marché, on ne va pas dire 100% local, mais de faire la belle place à la production locale et peut-être pas à des étals made in China où on a vu que pendant ce confinement, de faire venir trop de l'extérieur, mais quand je dis de l'extérieur, c'est vraiment de l'extérieur, c'est on retrouvait en rupture. Donc c'est là où il faut être intelligent et voilà. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est très positif par rapport à cette crise.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos Merci, questions en merci à vous. direct. On va Merci faire à vous. une toute petite pause avant de se retrouver dans quelques minutes.